Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes, est aussi avec nous. Bonjour Armelle. Bonjour. Bonjour Michel, éditorialiste politique à Ouest France. Il est aussi là pour co-animer l'émission avec nous. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions et réagir pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux #directpolitique. Alors Stéphane Le Foll, on va évidemment parler des municipales. Les résultats du premier tour ont donné un net avantage à l'UMP et actent une percée du Front National. On a une question de Bernard du 35 qu'on vous pose directement. Diriez-vous, comme vos collègues, qu'il s'agit d'un vote sanction et protestataire plutôt que de l'expression d'une vraie progression idéologique de l'extrême droite ? Moi, je n'ai pas encore tous les chiffres et je n'ai pas eu le temps d'analyser tout ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu une baisse de participation, encore une fois, très élevée, puisqu'on est au record depuis 1959, et en particulier dans l'Ouest. Cette baisse de participation, de toute évidence, elle a d'abord touché la gauche et le Parti socialiste. De ce fait, les autres partis, et en particulier l'UMP, ont vu remonter le niveau qui était le leur jusqu'ici. Du côté du Front National, je ne sais pas exactement en valeur absolue ce que ça donne sur l'ensemble. On parle quand même d'un maintien dans à peu près 300 000. Je vais vous donner juste un exemple. Donc après, je n'en tire aucune conclusion. Mais au Mans, à la présidentielle, le Front National a fait 9000 voix. À la municipale, il fait 7000 voix. Et ça fait 15%. Voilà. Alors après, je ne sais pas. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement... Le Mans où vous êtes candidat, oui, Stéphane Le Foll. Je dis ça, mais je n'en tire encore aucune conclusion. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça. Donc ce que je veux dire, c'est que la baisse de participation a été plus forte pour la gauche. Donc du coup, les autres partis, en tout cas présents, se voient mécaniquement augmenter de manière relative. Est-ce que, en valeur absolue, ça veut dire qu'il y a eu massivement un vote supplémentaire? Je ne le crois pas, mais encore une fois, je n'ai pas suffisamment de données pour aller jusqu'au bout de l'analyse. Vous avez certainement vu parler avec François Hollande depuis dimanche soir. Quelle est son analyse du scrutin et quelles conclusions va-t-il en tirer immédiates, à plus long terme jusqu'aux européennes? Donc moi, dans cette phase entre le premier et le deuxième tour, je laisserai le président de la République faire les choix, les analyses, les commentaires qu'il souhaitera faire. C'est pas moi d'aller annoncer quoi que ce soit aujourd'hui. Et à partir de lundi? Je ne sais pas. Je ne vais pas être dans un rôle qui n'est pas le mien. Les choix seront faits par le président de la République lui-même. Moi, je sais une chose, c'est que ce qui s'est passé dimanche nécessite qu'on soit attentif au message, qu'on comprenne bien à la fois ce qui s'est passé. Et je crois qu'on a intégré ces éléments, qu'on en tire des conclusions. Et quand je le dis, c'est pas pour dire qu'il faut changer de politique. On ne va pas zigzaguer tout le temps. Ça serait contraire aux objectifs qu'on poursuit, au redressement du pays. Mais en même temps, il faut être capable d'écouter et d'entendre et d'ajuster. Donc c'est ça le message aussi qu'il faut qu'on fasse passer et que je fais passer. Ces ajustements interviendront entre les deux tours ou faut-il attendre un nouveau score décevant au deuxième tour? On tire toutes les conclusions après le deuxième tour. Qu'est-ce que ça aurait comme signification? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Il faut simplement être attentif quand on est en politique. Il faut être aussi dans... la compréhension et l'analyse. Et pas faire comme si ce qui s'est passé dimanche, ça s'était passé, mais qu'on n'en tiendrait pas compte. Il faut en tenir compte. Voilà. Justement, sur les affaires qui ont éclaté à quelques jours du premier tour du scrutin des municipales, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que leurs effets ont été plus dévastateurs pour la gauche que pour la droite? On a une question d'un internaute qui nous demande, étiez-vous au courant ou pas des mises sur écoute du président Sarkozy? Mais là, il faut qu'on soit très clair. Je ne sais pas. Je pense que ça jette un discrédit global. Je rappelle simplement qu'il y a ceux qui sont dans comment dirais-je, des procédures judiciaires et ceux qui n'y sont pas. Pour ce qui est de la garde des Sceaux... C'est justement la question que pose Armelle. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ceux qui n'y sont pas sont encore plus discrédités ou en tout cas ça serait le paradoxe peut-être, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Ça serait le paradoxe. Pour ce qui est de... étions-nous informés? La garde des Sceaux a répondu. Il y avait une circulaire qui a été faite par la garde des Sceaux qui disait qu'il
Il fallait, lorsqu'il y avait des procédures spécifiques, en informer. Ça a été fait. Ensuite, je le dis, je le répète, et en même temps, je comprends que chacun puisse se dire « Ah là là, ils disent ça tout le temps ». La justice, elle a des responsabilités. Les juges font des choix de procédure et c'est de leur responsabilité. Et on n'a pas à intervenir dans les procédures judiciaires. Moi, j'en reste sur cette ligne-là qui est difficile peut-être à accepter pour ceux qui nous écoutent, mais qui est la réalité. Alors après, à qui ça a bénéficié ou à qui ça a eu pour qui ça a eu des conséquences négatives, je ne peux pas vous le dire. Je pense que globalement, c'était pas bon. Stéphane Le Foll, je me permets de relancer la question de notre internaute. Étiez-vous au courant? Mais non, non. Moi, au courant, pour aller, je suis ministre de l'Agriculture, ça a été dit quand vous m'avez présenté. Vous êtes aussi un proche de François Hollande. Hollande. Oui, je suis un proche, vous savez, moi, alors là, il y a suffisamment de choses à faire. Je n'ai pas besoin d'aller me demander. Et d'ailleurs, en plus, moi, depuis très longtemps, sur les sujets comme ceux-là, il y a la justice, et il faut éviter, justement, de rentrer dans ces débats. Éviter. Et être très clair. C'est les objectifs politiques qu'on poursuit qui doivent être défendus. On revient au municipal. Une question de Marc. Vous avez appelé à une mobilisation dimanche prochain, dit-il, pour inverser la tendance de l'abstention. On en a parlé en début d'émission. Pensez-vous vraiment que vous serez entendu d'abord? Et quel est votre pronostic pour dimanche? Quel est votre objectif, je dirais, de participation dans un premier temps? Moi, ce que j'ai dit depuis dimanche soir sur la mobilisation, c'est parce que je pense que c'est, par définition, un des éléments qui a fait la difficulté qu'on connaît. Bon, donc, en tant que responsable politique, j'ai appelé à mobiliser, ou à la mobilisation. Mais vous pensez que vous serez entendu? Au rassemblement aussi, qui est en train de s'opérer entre les listes de gauche, parce que la dispersion, on connaît aussi les résultats. Donc au rassemblement, en même temps une position claire vis-à-vis du Front National. Est-ce que je serai entendu? Je ne le sais pas et je ne ferai pas de pronostic parce que je ne suis pas en capacité de le faire. J'essaye de faire passer un message en disant dimanche, c'est l'élection des maires, c'est les équipes qui vont gérer des villes. Et dans les villes, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, il y a des politiques et des choix qui sont à faire. Et les listes de gauche, tous ceux qui sont rassemblés, tous ceux qui ont agi depuis longtemps, ont fait, et ça, on le sait, des choix dans chacune des villes, à la fois sur les services publics, sur la question des crèches, sur la question du transport collectif, sur la question des cantines. Autant de sujets qui passent inaperçus, mais qui sont essentiels. Donc dimanche, c'est les maires et les équipes qu'on choisit. Et je voudrais le rappeler. C'est assez étonnant parce que même les maires qui ont un bon bilan ont été sanctionnés de 5, 10, 15 points. Oui. Donc c'est bien des questions nationales qui ont posé problème. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? Parce que l'appel à mobilisation, c'est vague. Qu'est-ce que vous leur dites s'ils se sont abstenus? C'est qu'il y a un rejet de cette politique nationale. Il y a eu un message qui a voulu être passé. La participation, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que oui, on est dans une période qui est difficile. Oui, on a demandé des efforts. J'en suis parfaitement conscient. Oui, c'est difficile pour en particulier une partie de la population qui n'est pas celle qui, d'abord, a été responsable de ce qui s'est passé et qui n'est pas celle qui, aujourd'hui, bénéficie plus de beaucoup de choses. Mais je leur dis que ce dont elles bénéficient au niveau local, c'est aussi très important et qu'il ne faut pas l'oublier. Et qu'on est là aussi pour apporter des réponses au niveau local. Et en même temps, je le dis par rapport à la question de la politique au niveau global, il y a des choix qui ont été faits par rapport à une situation qu'on a trouvée et il faut redresser un pays. Je veux que les résultats, j'aimerais que les résultats soient là, soient beaucoup plus concrets pour tout le monde. J'ai vu ce matin que pour la première fois, de manière très claire, est indiqué que la France est sortie au niveau industriel, au niveau des services, de la récession. On est à nouveau en croissance. C'est une nouvelle qui fait du bien, mais j'aimerais qu'elle se traduise beaucoup plus vite avec des créations d'emplois et moins de chômage. Armel. Dans ce contexte, Jean-Marc Ayrault a appelé de ses voeux au Front républicain pour dimanche. Est-ce que ce Front républicain, c'est justement pas apporter de l'eau au moulin de Marine Le Pen qui parle sans arrêt du MPS et c'est UMP égale PS, PS égale UMP? Bon, d'abord, le PS a pris des positions claires et essaye de les mettre en œuvre. Pas toujours facile compte tenu des situations locales. Mais nous, on a pris des décisions, il y a des listes qui se sont retirées. Je prends l'exemple de Fréjus, je crois, ce matin. Donc on est sur une stratégie simple qui consiste à dire on ne peut pas être responsable de la victoire du Front National dans une commune, pour des raisons. Je ne veux même pas faire de... Donc vous êtes un partisan du Front républicain? Je suis partisan d'une responsabilité qui nous incombe. Après, le Front républicain. Pour un Front républicain, il faut
que l'ensemble des partis dits républicains fassent le même choix. Sinon, il n'y a pas de front. Il n'y a pas de front. L'UMP, c'est très clair, c'est ni, ni. J'ai vu M. Pelletier qui disait, d'ailleurs d'une manière assez scandaleuse, Front National et PS, c'est pareil. C'est sûr que lui et le Front National, c'est pareil parce qu'il en vient du Front National. Lui, c'est pareil. Parfaitement pareil. C'est identique. C'est bien le sujet. Donc l'UMP a dit ni, ni. L'UDI a fait un autre choix. Courageux, que je salue, qui consiste à dire, nous, on ne prendra pas cette responsabilité non plus. Bon, donc, pas la peine d'épiloguer sur ce front républicain. On a des décisions à prendre, il faut qu'on les prenne. Et Harlem Désir les a évoquées hier. Et puis, on a à se mettre en ordre de se mobiliser pour le deuxième tour. C'est le rassemblement de la gauche et des Justement, écologistes. pour se mettre en ordre, Harlem Désir, c'est la bonne personne au bon endroit? Non, mais là, je ne vais pas faire, vous vous rendez compte, de commentaires sur la personne et les personnes. Il a fait le travail. Il est en train de le mettre en œuvre. C'est ça qui est important. Le Parti socialiste doit se mettre en ordre et c'est en train de se faire. Donc moi, je soutiens pleinement ces décisions. Pour terminer sur le Front républicain, à Perpignan et à Béziers, les candidats socialistes vont donner leur réponse dans quelques minutes, en fin de matinée. Vous souhaitez qu'il participe à ce Front républicain à partir du moment où il est ébréché avec l'UMP, comme vous l'avez dit, est-ce que finalement, ce n'est pas eux qui ont raison en disant il faut qu'on ait des élus tout de même dans les conseils municipaux? Donc je ne vais pas parler du Front républicain, parce que par définition, on a fait le constat ensemble qu'il n'existe pas, l'UMP. Donc il n'existe pas, donc à Perpignan, il n'y aura pas de Front républicain. J'ai dit qu'il y avait une responsabilité qui nous incombait. On ne peut pas prendre le risque politique de faire élire quelqu'un dans une ville. C'est tout, et c'est simple. Ça se traduit comment? Alors c'est vrai qu'il y a des cas... Monsieur Cresta, Perpignan doit se retirer. Mais après, oui, il y a des responsabilités. Harlem Désir l'a dit très clairement. Et de toute façon, je crois que le PS hier, au Bureau national, a indiqué de manière très claire qu'il n'investirait pas avec le logo du PS, des listes qui se maintiendraient alors qu'il vaudrait mieux qu'elles se retirent. Vous l'avez évoqué, mais quand même, on aimerait bien revenir là-dessus. La gauche n'a, semble-t-il, pas vu monter la colère des Français, et notamment des classes populaires, à qui on a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, on a bloqué les salaires des fonctionnaires les moins bien payés, on a introduit une nouvelle fiscalité sur les petites retraites. Est-ce que le Parti socialiste a fait les bons choix en faisant ces choix-là? D'abord, sur la question des heures supplémentaires. La question qui était posée, quand on arrive avec un déficit budgétaire, c'est est-ce qu'avec plus de 10% de chômage quand on est arrivé, on pouvait continuer à aider ou à subventionner les heures supplémentaires à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est ça la question qui était posée. Compte tenu de la situation et compte tenu du chômage, il fallait me mettre cet argent dans la création directe d'emplois. C'est les emplois d'avenir. C'est le choix qu'on a fait. Et je le note, on ne le dit pas assez, que la courbe pour les jeunes de moins de 25 ans du chômage a baissé, s'est inversée, fameuse formule de l'inversion de la courbe. Bon, c'est un choix politique, je l'entends, et il a eu des conséquences pour un certain nombre de nos concitoyens. Sur la question des petits fonctionnaires, chacun dans ses ministères a fait ce qu'on appelle du catégoriel, et au contraire, on a cherché à revaloriser les plus petits salaires des fonctionnaires, même si le point d'indice global sur la fonction publique a été gelé, c'est vrai. C'est vrai. Mais là encore, la fiscalisation même chose des retraites. Comment sur la on peut ça quand question on est retraité aujourd'hui sur en la France? question de la fiscalisation des retraites. On le sait, on a un équilibre à trouver dans des régimes. Et j'oublie pas non plus que la première des décisions qu'on a prises, c'était de permettre à ceux qui avaient leur durée de cotisation actée à 41 ans de pouvoir partir à 60 ans. Cela ne s'exprime pas, malheureusement, mais il y en a des milliers qui, aujourd'hui, ont pu prendre leur retraite. Et j'en ai rencontré sur le marché qui y pensent aussi. Donc on cherche cet équilibre entre la justice qui est nécessaire dans la politique qu'on doit conduire et en même temps la responsabilité de l'équilibre financier d'un système social auquel on est attaché et qu'il faut qu'on défende. Mais pour le défendre, il faut qu'on lui donne sa durabilité, il faut qu'on soit capable de l'organiser de telle manière qu'il soit équilibré, sinon il ne fonctionnera pas. C'est bien le sujet. Mais finalement, c'est pas facile. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime d'une véritable révolution socialiste? C'est-à-dire que jusque-là, la gauche socialiste fonctionnait à base de redistribution. Là, depuis que vous êtes au pouvoir, et spécialement depuis le 14 janvier, c'est la compétitivité d'abord, et ensuite, donc on redresse d'abord le pays, ensuite on redistribuera. Est-ce que vous n'avez pas, du coup, mécontenté un électorat traditionnel sans avoir acquis un électorat nouveau? Alors, il est très clair que pour acquérir un électorat nouveau, je crois que la question ne se pose pas.
la question qui s'est posée, qui se pose pour nous, c'est comment on redresse un pays, puisqu'on est en responsabilité d'un grand pays qui s'appelle la France. C'est ça la question qui est posée. Après, pour notre électorat, je pense que la phase de redressement est nécessaire, parce que si on ne dégage pas plus de richesses, on ne pourra pas le redistribuer. Et si on voulait redistribuer beaucoup plus que ce qu'on a fait, on aurait été obligé de s'endetter, de creuser le déficit budgétaire. Et plus on s'endette, plus il faut rembourser la dette. C'est ça le problème. Donc on essaye de réduire notre déficit budgétaire pour éviter l'endettement, dans une phase où on redresse aussi l'économie pour muscler la capacité qu'on a à produire de la richesse. C'est le pacte de compétitivité. Mais je n'oublie pas non plus que quand on crée les emplois d'avenir, 150 000, c'est 1,5 milliard qui a été distribué ou redistribué. Parce qu'un jeune à qui vous donnez un emploi subventionné par l'État, qui n'en avait pas avant, c'est quelqu'un qui peut dépenser. C'est du pouvoir d'achat qui est distribué. Et deuxièmement, c'est un jeune qui ne pèse plus non plus sur les ménages, ou sur sa famille, ou sur ses parents, ou sur ses grands-parents. On dégage aussi de la marge et du pouvoir d'achat. Stéphane Le Foll, vous reconnaissez donc quasiment clairement ce virage qui a été pris en début d'année. Pourtant, on ne sait pas je ne le reconnais pas du tout en début d'année. Il n'y a pas de virage social-démocrate, social-libéral? Il y a un virage qui a été pris dès le début avec le rapport Gallois. Je voudrais rappeler ce chiffre parce qu'il est très important. En 20 ans, la demande de produits industriels en France a augmenté de 20%. La demande, c'est-à-dire ce que nous achetons tous en termes de produits industriels, a augmenté de 20%. Et dans le même temps, la production industrielle a baissé de 10%. Si on ne prend pas ça en compte, pour revenir à la question de créer de la richesse pour la redistribuer, à ce moment-là, on se trompera. Mais le rapport Gallois, c'est novembre 2012. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est dès le début d'année 2013. Il s'appliquera dès aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de virage. Il y a eu un accompagnement et un approfondissement du choix stratégique. C'est la première fois qu'on parle d'allègement des prélèvements. Oui, j'en conviens. Mais le pacte de compétitivité qui était dans la campagne présidentielle, il y était depuis 2009 à Lorient. Je ne sais pas si d'ailleurs le virage ou Ouest de France l'avait noté à l'époque. Virage politique ou pas, il est en tout cas question d'un virage de l'équipe gouvernementale. On va juste y revenir en deux questions. Lors de ce scrutin, on l'a vu notamment des municipales, les écolos sont plus forts sans le PS dans leur ville qu'avec le PS. C'est le cas notamment à Grenoble, c'est aussi le cas dans certains arrondissements parisiens, à Nantes ou à Rennes, pour les gens de l'Ouest qui nous regardent. Est-ce que la logique d'alliance de gouvernement a encore toute sa pertinence aujourd'hui? Mais le problème des écologistes, c'est que lorsqu'ils sont en liste séparée, ils peuvent capter un électorat. Et l'écologie reste un enjeu. Il reste un enjeu. Dans toutes les grandes villes, on le voit. Et d'ailleurs, avec le pic de pollution, franchement, celui qui n'est pas capable de regarder ça directement et d'apporter des réponses à une question posée sur les énergies fossiles, sur la pollution, il n'a rien compris. Il faut des écolos au gouvernement pour répondre à ce genre de questions. Les écologistes ont fait un choix, et d'ailleurs il y a eu un accord qui fait qu'il y a des députés écologistes à l'Assemblée nationale. Mais la question de l'écologie, je l'ai regardée dans les villes, autour de 10%. Un peu moins selon les cas, et un peu plus selon d'autres. C'est une perception et une préoccupation donc, qui concerne entre 8, 7 et 10 ou 12, 13% des votants, et c'est important. Et c'est très important. En même temps, quand on est face à un pays, il y a tout le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cibler sur un élément du débat, ça peut avoir des effets positifs. Mais quand on est socialiste, on a cet élément-là à prendre en compte. Mais en même temps, ce que vous avez évoqué, les grandes questions posées de l'équilibre économique et social d'un grand pays comme le nôtre. Mais s'ils se sentent plus forts en dehors sans le PS qu'avec le PS, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de dire on prend notre indépendance, on reprend notre liberté? Oui, mais là-dessus, je mettrai en garde. Chacun doit bien réfléchir. Et d'ailleurs, à ce qui s'est passé juste avant la présidentielle, ou pendant la présidentielle plutôt. Il y a eu un résultat. Je le dis, la question écologique, elle est toujours là. Alors on pourrait en tirer un bénéfice unique sur ce point précis. La question de réussir le redressement de la France, c'est plus large aussi. 20 minutes publie ce matin un sondage qui dit que 76% des Français, un sondage IFOP, 76% des Français souhaitent un remaniement aujourd'hui, 69% souhaitent le départ de Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien.
et je ne ferai surtout aucun commentaire. On est entre le premier et le deuxième tour, et les décisions qui pourraient être prises ne dépendent pas de ma responsabilité. Donc j'éviterai de m'engager dans ce débat. Mais ça ne vous interpelle pas que 76% des Français je pense qu'avec le débat, il y a toujours une volonté de trouver des solutions qui soient les plus rapides, les plus efficaces, les plus rapides en tout cas. On pense que voilà, il faut remanier parce que voilà, j'ai lu un titre d'un journal national ce matin, remaniez-vous. Bon, mais au fond, qu'est-ce qui nous est posé comme question? Elle est ailleurs. Parce que ça, c'est de la politique au sens de l'organisation. C'est les choix et la réussite. Et les résultats. Voilà. C'est ça qui me paraît être le plus fort dans ce débat. Et je ne cherche pas, là, à me laisser détourner par des petits chemins. Ils existent. Donc on peut garder Jean-Marc Ayrault. Ça existe. Je mesure tout ce qui est dit et puis on en parle tout le temps. Mais pour moi, l'essentiel, il n'est pas là. Alors on va arrêter de parler du remaniement du coup et non, on va parler justement bien, de la politique et de votre répondu. politique, de la politique qui vous concerne au premier chef, c'est-à-dire de l'agriculture. On a une question d'abord de Jean-Claude qui réagit un peu à ce qui s'est dit tout à l'heure sur le pacte de responsabilité. Il vous dit: les coopératives agricoles seront-elles bien concernées par ce pacte, elles qui ont été totalement oubliées du CICE? Alors elles ont été oubliées du CICE, pourquoi? Parce que le CICE, c'est un crédit d'impôt qui s'applique aux entreprises qui payent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont à l'impôt sur le revenu pour les sociétés individuelles. Et les coopératives ne payent pas l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça qu'on voulait faire bénéficier les coopératives de ce crédit d'impôt compétitivité emploi, mais que l'Europe, par rapport aux règles qui s'appliquent, a dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre le crédit d'impôt compétitivité emploi, crédit d'impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité, y est ajouté les éléments liés aux exonérations de cotisations familiales et donc de cotisations sociales. Donc là, il y a une piste qui est ouverte pour faire en sorte que la coopération bénéficie aussi de baisse de charges. C'est bien ça le sujet. Donc personne ne doit être oublié. Et en même temps, tout le monde doit être conscient que tout ça a comme objectif, et les coopératives sont parfaitement concernées dans cet objectif d'investissement, de création d'emplois, de lien territorial économique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ces efforts. Entreprise toujours, on a eu la crise bretonne, début novembre, vous avez dit que le rebond de la Bretagne, c'est tout de suite. Alors là, on est quelques mois après. Où en êtes-vous de ce rebond? Où en êtes-vous des aides aux entreprises qui étaient en difficulté? Est-ce qu'on peut faire un point d'étape? Alors, je n'ai pas le point d'étape à faire de manière précise. Je sais que toutes les décisions qu'on avait évoquées à cette époque de manière claire, en particulier sur les questions liées aux établissements classés, à la question de la mise en place d'une nouvelle procédure sur l'azote total, à tout ce qui tourne autour des subventions et du FEADER, tout ça est en train de se mettre en place. Tout. Et donc, sur ce que je perçois, mais rien n'est aujourd'hui mesuré et je n'ai pas de chiffres précis, mais j'en ai discuté avec quelques opérateurs. On a des signes qui sont là avec des volontés d'investissement, en particulier dans des filières qui pourtant ont connu de graves difficultés et en connaissent encore. Les entreprises qui étaient en difficulté, il y avait des aides à la reconversion. Où en est-on? Est-ce que les licenciés sont toujours au chômage? Une partie, vous le savez, beaucoup ne sont pas encore reclassés ou n'ont pas encore trouvé des solutions alternatives à la perte de leur emploi. Je suis parfaitement conscient. Quand on a eu à traiter la question difficile de Doubs, à peine on était arrivé, un sujet qui durait depuis des années, mais c'est nous qui avons eu à le gérer. On sait qu'il y a eu des fermetures et qu'aujourd'hui, ça se fait à hauteur de 15-20% pour ceux qui ont pu retrouver un emploi. C'est pas assez. On sait aussi, et ça c'est un constat qu'on avait fait au moment où à Rennes on discutait avec l'ensemble des syndicats, qu'après le choc pour les salariés, c'est extrêmement difficile de se remobiliser tout de suite. Mais qu'au fur et à mesure, ça vient. Et il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour aider. Et en même temps, je le dis, on aidera d'autant mieux que, aujourd'hui, je le disais, les signes de reprise sont là, que l'activité industrielle repart et que donc il y a des possibilités qui vont se créer. Voilà la manière. Et dans le secteur agricole, Stéphane Le Foll, il y a aussi des projets qui arrivent, notamment au ministère. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture va bientôt être examiné
au Sénat après son adoption en première lecture à l'Assemblée. Alors, il vise à assurer une transition vers l'agroécologie. On a une question d'Éric à ce sujet qui nous est arrivée cette semaine. Comment rester une grande puissance agricole, demande-t-il, tout en pariant sur l'agroécologie, ce qui implique une production moindre finalement et une réglementation plus contraignante en France qu'ailleurs? Alors, c'est donc Jean-Christophe, je vais lui répondre très Éric. Éric plutôt. L'agroécologie, par définition, c'est ce qu'on appelle derrière la double performance. Et la double performance, elle est économique, elle est écologique, et dans le débat... Et c'est pas incompatible? Mais bien sûr que non. Produire moins? Non, mais bien sûr. Mais c'est ce que disent vos détracteurs. Donc Mais bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ça, je les entends. C'est le retour à l'agriculture Mais moi, préhistorique. est-ce que je peux vous faire une proposition? Parce que si je vous le dis, vous allez dire, mais bien sûr, comme tous les hommes politiques qui racontent des histoires. Alors, on ira en Bretagne, chez 2 exploitants qui font des systèmes de conservation des sols, qui sont à des niveaux de production laitière de 10 000 litres par vache pour les plus performants, et ceux qui m'écoutent comprendront, et qui ont de l'autonomie fourragère à près de 95%. Qui ont des sols avec de la matière organique à plus de 3%, et qui ont aujourd'hui des vers de terre qui travaillent à leur place. Alors pour 3 tonnes de vers ça de terre. s'étend pas? Et c'est alors, rentable. Pourquoi ça Et ça s'étend pas? fonctionne. Parce que culturellement, sur Voix, c'est pas si simple de faire. Mais vous voyez comme vous êtes. Vous croyez que vous me dites, vous avez des détracteurs, puis quand je vous dis c'est pas si simple, vous me faites ah ben non, il y a qu'à faire. Ah ben oui, c'est pas si simple. Eh ben, je vous le dis. Parce que culturellement, pour dire à un agriculteur qu'on n'est pas obligé de labourer puisqu'il y a des vers de terre qui travaillent à votre place, même ça vous fait sourire, même rigoler. Vous allez me prendre pour un ministre qui est un peu, peut-être, je sais pas ce qu'il a bu ce matin, mais enfin en tout cas, ben non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc ça, c'est pas simple. Et en plus, ça demande, et ça c'est vrai, c'est le problème, ça demande des modifications des modèles de production qui ne sont pas simples non plus en termes techniques à maîtriser. Et c'est tout le problème du projet d'agroécologie, c'est comment on diffuse ce qu'on appelle les processus pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont seuls assumé le risque de changement de modèle, et comment on fait pour faire passer ces bonnes pratiques vers l'ensemble des agriculteurs. Et qui sont coûteux, ce passage vers... Non, au contraire. Quelle sera l'enveloppe dédiée par l'État à cette transition vers l'écologie? Ben, l'enveloppe, elle est liée à tout ce qui est disponible au niveau de la politique agricole commune, en particulier sous le FEADER. Et il faut qu'on se le mette aussi bien en tête. C'est qu'au bout du compte, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on dégage pour les agriculteurs des marges brutes ou nettes à l'hectare qui soient meilleures. C'est-à-dire, c'est pas simplement... Parce que ça, c'est tout le débat. Pour l'écologie, c'est ou la fiscalité ou la subvention. Est-ce qu'on pourrait se mettre juste une fois en tête que faire de l'environnement et l'intégrer, ça peut être aussi un élément positif pour l'économie? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre. Et c'est pas, encore une fois, facile. Mais ça avance. Dans votre projet de loi, il y a beaucoup de choses, un peu techniques, mais le plan éco-phyto, le plan éco-antibio, le plan énergie-méthanisation, important. Très important, en particulier pour la Bretagne, vous l'avez vu. Les Allemands sont très en avance sur nous là-dessus. Donc on voit beaucoup de plans, beaucoup de bonnes incitations, de bonnes intentions. Mais pas de réalisation. Alors, c'est ça que voilà. mais la loi n'est pas encore votée, c'est vrai que c'est long. C'est vrai, je suis obligé de La vous le question dire. n'est pas posée encore. Ouais. Oui, La devine. non, mais Michel la Lorbois. question c'était, est-ce qu'il faut être incitatif ou coercitif? Il faut être incitatif. Je pense qu'aujourd'hui, la question environnementale, au travers des normes, elle a eu un sens à un moment où on a cherché, au travers des réglementations, à contingenter les effets négatifs des modèles de production. Donc on a mis des normes. Bah, ça fait quand même 25 ans que ça dure, ou 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à une autre étape. Si on conçoit bien nos modèles, en intégrant la dimension environnementale dans les modèles, on doit pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus incitatif et surtout d'actif, de dynamique. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, je l'ai dit devant les directeurs de l'agriculture départementaux, j'ai vu un documentaire après Apocalypse le mardi soir sur France 2 sur l'agriculture et son évolution. J'ai regardé et c'était frappant. Je connais la partie liée au remembrement. Moi, je me souviens, que ça soit dans la Sarthe, dans mon village, ou dans les Côtes d'Armor, chez ma mère, je sais le traumatisme que ça a été. Réorganiser les parcelles en fonction de la mécanisation. Et donc des gains de productivité qui étaient faits. Et comment la mécanisation a commencé? En organisant collectivement, un peu avec les CUMA, les achats de matériel. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a à faire nous aujourd'hui?
après ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est un bouleversement total. Eh bien, ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que la dimension environnementale soit un élément Donc de la dimension économique et sociale. Vous allez créer des GIE écologiques. GIE, voilà, des groupements d'intérêt économiques et environnementaux. Pour reprendre cette idée qui avait été faite au niveau des CUMA, je me mutualise l'investissement en matériel pour que ça soit moins cher et que ça soit efficace. Eh bien là, je mutualise l'enjeu environnemental pour que ça soit efficace. Concrètement, ça va démarrer quand tout ça? On a commencé sur 103 projets à repérer des GIE qui ont été financés. On en a 469. Donc concrètement, ça a commencé, mais la loi viendra derrière pour fixer le cadre et enclencher plus fort le processus. Très bien. Sachant que dès 2015, avec le deuxième pilier de la PAC, on pourra aussi appuyer ces débats. Alors Stéphane Le Foll, justement, la PAC, on va en parler. Vous avez dit que dans le projet de loi, il fallait être incitatif. Par contre, la PAC, elle, la nouvelle PAC qui vient d'être adoptée, elle prévoit une dégressivité des subventions, c'est clair, selon la taille des exploitations et selon l'effort écologique consenti par les agriculteurs. Donc elle est plutôt coercitive. Est-ce que la France joue pas le bon flic et l'Europe le mauvais flic dans cette histoire Non, de la transition? France a participé à la négociation. Les 52 premiers hectares surprimés, c'est un choix français, qui s'applique d'ailleurs en Allemagne maintenant et dans d'autres pays. C'était l'idée toute simple que là où on a de l'emploi en agriculture, c'est plutôt dans les exploitations qui sont autour de la moyenne. 52 hectares en France. C'est pour ça qu'on a choisi 52 hectares. Donc comme il y a de l'emploi là, on essaye de faire en sorte que les aides aillent là où il y a le plus d'emploi parce qu'on a besoin de garder de l'emploi en agriculture. C'est ça l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Donc cette dégressivité au-delà des 52 premiers hectares, elle existe, elle n'a pas été imposée, elle a été négociée. Et il faut qu'on le fasse avec l'idée qu'on réponde bien à l'objectif, c'est le plus d'emplois possible, qu'on répartisse les aides de telle manière qu'elles aillent là où il y en a le plus besoin, mais qu'on évite aussi, je l'ai toujours dit, de considérer que parce qu'on serait plus grand, on n'aurait pas le droit des aides. Ça ne marche pas. Stéphane Le Foll, les agriculteurs qui ne se lancent pas dans cette transition écologique, qui n'adhèrent pas à des GIE, par exemple, est-ce qu'ils vont perdre des aides, concrètement? Alors, après, il y a une dimension qui s'appelle le verdissement de la politique agricole, qui porte sur 30% des aides. Et ce verdissement, il a trois, conditions. Il y a le maintien des prairies permanentes. Il y a 3 rotations, 3 diversifications de production sur les sols. Et puis, il y a ce qu'on appelle les surfaces d'intérêt écologique. 3 conditions à remplir pour avoir 30% des aides. Donc, c'est ça qui est fait par l'Europe. Moi, le groupement d'intérêt économique et écologique, ça, c'est autre chose encore. C'est pas simplement je maintiens des prairies permanentes, je garde des haies et j'ai 3 rotations. Au contraire. Moi, je veux des couvertures de sol, je veux des organisations différentes, je veux des économies, je veux développer la méthanisation. Parce que je pense concrètement, que les agriculteurs qui ne font pas ces efforts, est-ce qu'ils seront aidés autant qu'avant? Est-ce qu'ils seront aidés autant qu'avant? S'il n'y a pas les 3 règles, ne confondons pas. GI2E, c'est une démarche active. Il n'y a pas de conditions. Donc on n'est pas obligé d'y aller. Le verdissement de la PAC, il y a 3 conditions, je viens de les rappeler. Donc si on respecte les 3 conditions, on touche. Si on ne les respecte pas, bien sûr, on ne touche pas les 30%. Question de Jeanne, très rapidement, qui vient de tomber. Lors du prochain remaniement, elle y revient. Ne faut-il pas envisager un double ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, finalement? Je ne répondrai pas à cette question. Mais bon, vous voyez bien que l'agriculture... Non, ce que je veux dire, pour être objectif et honnête, c'est vrai que l'agriculture, la forêt, c'est des enjeux économiques et environnementaux. Par définition, c'est 80% de notre territoire. C'est de la fixation de carbone, c'est de la production alimentaire, c'est de la production de bois, donc énergie renouvelable ou produits renouvelables selon qu'on l'utilise dans le bâtiment ou autre. Et c'est plus ou moins de pollution sur les plages aussi. Donc, et ça peut être plus ou moins... C'est quand même très transversal. C'est très transversal. C'est plus ou moins de pollution quand l'azote qu'on met sur les sols est en excédent par rapport à ce que peuvent pomper les plantes. Voilà. Alors, on va parler aussi un peu des OGM. Dans cette fin d'émission, vous avez pris le 15 mars un nouvel arrêté pour interdire le maïs Monsanto 810 en France, contre l'avis de Bruxelles, qui lui l'autorise dans toute l'Union européenne. Est-ce qu'il va y avoir une loi qui sera présentée, ou je dirais représentée, puisqu'il y en a déjà une qui a été tentée, pour clarifier enfin la situation sur les OGM? Oui, alors il y aura une loi, on fera arrêté puis loi, pour essayer de caler un dispositif. Et puis il y a aussi une volonté qui est de négocier à l'échelle européenne un changement du cadre qui existe aujourd'hui. Quel est le problème? L'Europe autorise une semence OGM. Et ensuite, elle laisse les États décider ou non de son utilisation. Il y a beaucoup d'États, une majorité d'États aujourd'hui, qui n'utilisent pas d'OGM. Celui qui en utilise le plus, c'est l'Espagne. Et il y a des OGM, du 810, de Monsanto, en Espagne. Seul pays avec peut-être un peu le Portugal. Donc il y a très peu d'États qui ont recours aux OGM, aujourd'hui, dans l'Europe. Mais on renvoie aux États.
Mais on renvoie aux États sans aucune règle juridique par rapport à la liberté de circulation des produits, par rapport à la liberté économique du marché. Et donc, on se retrouve, cas de la France, position de la France depuis 97-98, hein, moratoire sur les OGM, clause de sauvegarde. Alors, on prend des clauses de sauvegarde. Et puis ensuite, certains les contestent. Et juridiquement, comme il n'y a aucune base, eh bien, la clause de sauvegarde tombe. Et on est obligé de reprendre des arrêtés. Une loi quand? Parce que cet arrêté, il n'est pas éternel. Donc, il n'est pas éternel, non. Il y aura une loi, il y a eu un débat qui avait commencé au Sénat et qui a été stoppé ou arrêté, puisque à 2 voix près, on n'a pas pu faire adopter cette loi au Sénat. Donc ça va revenir à l'Assemblée nationale. Et puis deuxièmement, je le dis, le cadre européen. Il faut quand même qu'on laisse aussi aux États, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, des possibilités juridiquement cadrées pour pouvoir prendre une décision. Alors aujourd'hui, tout le monde s'en lave un peu les mains. Donc l'enjeu pour la France, c'est de dire à tous les Européens, maintenant, ça suffit, il faut qu'on se fixe des règles claires. Mais est-ce que cette exception française, malgré tout, est tenable dès lors qu'il y a des échanges commerciaux? Vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas d'OGM à entrer en France? Mais il y a des sojas qui sont utilisés pour l'alimentation du bétail, qui sont importés, mais qui sont importés, oui, bien sûr. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, donc si on l'interdit en France, est-ce qu'on interdit aussi les importations? Non, on n'interdit pas les importations. Donc on est un peu... oui, on risque même d'encourager... C'est pour ça que j'ai ouvert aussi un débat, parce que quand on aura des règles claires, on pourra discuter objectivement de ces questions. Objectivement. Savoir quels sont les intérêts qu'on a à utiliser ou pas des OGM. Là, on laisse penser que, par exemple, sur la question du soja, pour développer des protéines fourragères en France de manière compétitive, il faut utiliser des OGM. Ben, je vous le dis franchement, hein, aujourd'hui, je suis capable de dire que économiquement, je ne vois pas où ça se situe. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate, c'est que dans les pays qui les ont utilisés depuis longtemps, en particulier sur les OGM résistantes aux herbicides, c'est qu'au début, les premières années, ça va. Mais quand la résistance commence à se diffuser, parce que je vous le dis, elle se diffuse, eh bien, ce que vous mettez en moins au début, vous êtes obligé de le mettre en plus après. Donc, même économiquement, je suis prêt à avoir le débat. C'est pour ça que je dis que sur les OGM de première génération, il y a vraiment quelque chose où il faut qu'on objective le débat. Et que s'il y a eu des résistances en Europe, elles étaient justifiées. Justifiées. Et qu'on ne peut pas dire, si on n'utilise pas les OGM, on n'est pas compétitif. La question du soja, c'est autre chose, hein. En revanche, en termes de recherche, est-ce qu'il ne serait pas important de développer la recherche sur Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas arrêter la recherche. Et j'ai donné cet exemple du riz doré, pour dire que 2 chercheurs suisses, et ce n'est pas des grandes entreprises multinationales qui l'ont fait, s'étaient posé la question comment on règle le problème de la cécité dans les grands pays asiatiques et du fait qu'il y a peu de carotène dans le riz. Ils avaient proposé une modification génétique. Vrai sujet. Là, c'est de l'intérêt général. Vrai succès, mais en France, l'INRA, par exemple, qui avait des parcelles d'OGM, oui, mais les a toutes détruites aujourd'hui. Je pense que pas forcément l'INRA qui les a détruites. Si je me souviens bien. C'est le CIRAD. En plus, je vous dis, c'est le CIRAD. Alors, les toutes dernières, c'est l'INRA qui a procédé à la... Non. Il s'agissait de bouleau, me semble-t-il. Non, c'était du peuplier. C'est autre chose, c'est un choix que j'ai fait. Voilà, c'est encore autre chose. Donc c'est bien l'INRA qui choix que j'ai fait avec les a stoppés. le ministère de l'Environnement. C'était sur le peuplier, sur le clonage du peuplier, sur les peupliers clonés. Bon. Mais sur cette question, moi, je l'ai dit, j'ai pris aussi des responsabilités. Il y a un débat qu'il faut organiser pour que les OGM ne soient pas imposés uniquement par ceux qui ont intérêt à les vendre, mais qu'on ait un débat sur l'intérêt général qui peut être celui ou pas d'utiliser des organismes génétiquement modifiés. Et c'est là que le cadre juridique à l'échelle européenne doit changer. Parce que là, on a un cadre qui n'est pas propice à ces débats. Il nous reste 4 minutes et comme d'habitude, on va passer aux questions d'actu pour cette dernière séquence. C'est Armelle qui commence. La tribune de Nicolas Sarkozy jeudi dernier, dans laquelle il s'indigne des écoutes dont il a fait l'objet et où il compare l'État à la Stasi, que lui répondez-vous ? Mais comparer la France et l'État français à la Stasi, c'est-à-dire sous-entendu à la police. Je rappellerai quand même que Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, qu'il a été président de la République. La police est-allemande, hein, il faut le préciser. Oui, la police est-allemande, oui, c'est ce qu'il a fait. C'est pas moi, hein, vous me demandez mon avis. Je veux dire, c'est lui qui l'a fait. Je veux dire, comment un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien président de la République, et nous, ça fait 20 mois qu'on est là. Alors, je veux bien qu'on nous mette beaucoup de responsabilités, mais enfin, quand même, on aurait changé toute la police, elle serait devenue l'équivalent de la Stasi. Ça n'a aucun sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Aucun sens.
Vendredi, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l'assurance chômage, laquelle assurance chômage accuse un déficit important, plus de 4 milliards. L'accord de vendredi, c'est un petit peu de dépenses en moins, un petit peu de recettes en plus, on économise 400 milliards. Est-ce que c'est pas un accord trop modeste vu l'enjeu? D'abord, sur l'équilibre de l'assurance chômage, par définition, moins il y aura de chômeurs et plus il y aura de gens à l'emploi, mieux on aura des capacités de régler le problème. Deuxièmement, pourquoi c'est des accords qui sont toujours extrêmement, comment dirais-je, ajustés, vous l'avez dit, un peu plus de recettes, on essaye de trouver, et on essaye d'économiser un peu sur les dépenses, mais on le fait avec, comment je dirais, c'est les partenaires sociaux qu'on négocie. Vous gagnez 400 millions dans l'accord, c'est fait, 4 milliards de déficit. C'est fait par les partenaires sociaux avec le doigté nécessaire. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux sociaux. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens où on y va carrément à la serpe, où on dit on va baisser de manière radicale les indemnités chômage, où on va augmenter les délais avant de toucher les indemnités, là, il y a une négociation. Et on essaye de trouver un équilibre. Parce que derrière ces grandes questions posées au niveau de l'équilibre financier, il y a aussi des questions sociales derrière. Des gens qui ont perdu leur emploi. On parlait tout à l'heure des Bretons de Gade ou d'ailleurs ou de Doubs. Ils travaillaient, c'était des ouvriers. Ils ont perdu leur emploi. Eh bien, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on les respecte. Et c'est pour ça que ces accords, ils peuvent paraître comme ça. Ah ben, on trouve que 400 millions alors qu'il y a 4 milliards. Oui, mais on trouve que 400 millions peut-être, parce que derrière, il y a des hommes et il y a des femmes. Lundi 24 mars, on passe l'actu du week-end puisque c'était les municipales. Ce lundi, Moscou a donc procédé à la conquête de plusieurs bases ukrainiennes en Crimée, quasiment la totalité. Le G8 est en train de devenir un G7. On va poser une question au ministre de l'Agriculture. Cette crise aura-t-elle des répercussions sur les cours des céréales, puisque l'Ukraine, on le sait, est l'un des greniers céréaliers de l'Europe? Pour l'instant, pour ce que j'en sais, moi, la partie la plus productive de l'Ukraine pour les céréales est plutôt donc à l'ouest de l'Ukraine. C'est la grande partie ouest. Donc elle n'est pas directement touchée par ce qui se passe. Bon, donc pour l'instant, je n'ai pas d'informations qui viendraient me dire qu'on a des risques sur la production céréalière. Il n'y a pas de flambée des cours, il n'y a pas de spéculation. Pour l'instant, vous savez, les cours des céréales, après avoir beaucoup augmenté en 2012, ont baissé. Les anticipations sont plutôt, de toute façon, quand même sur une stabilisation, voire une petite augmentation, mais je n'ai pas d'informations là pour ce que vous me posez comme question ce matin et qui viendrait laisser penser qu'il y aurait là un risque et donc une spéculation à la hausse. Aujourd'hui, le président chinois est attendu en France pour 2 jours de visite officielle. Pékin a annoncé vouloir clore une enquête anti-dumping contre les exportateurs européens de vin. Est-ce que vous pensez que la Chine est en train d'ouvrir son marché? Je pense que ce marché s'était refermé. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'après les discussions qu'il y avait eu sur les panneaux photovoltaïques et la procédure qui avait été engagée par l'Europe sur dumping par rapport à la Chine en contrepartie, et c'est là, dans le débat, quand on veut fermer les frontières, c'est tout simple. Hein, mais à chaque fois, il y a des contreparties. Parce que quand on ferme, et on dit, vous, on ne veut plus importer ce que vous produisez, les autres vous disent, ah bah oui, mais nous, on n'importera plus non plus ce que vous produisez. Et on est toujours dans ce débat. Donc, ce qui s'est passé après cette procédure de dumping sur les vins, qui concernait en particulier l'Espagne et la France, il y a eu des négociations qui ont été conduites, en particulier entre les professionnels. Nous avons aussi travaillé pour faire en sorte qu'un accord soit trouvé, et il semble que cet accord se trouve, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que le marché chinois pour les producteurs de vin français, c'est un marché important. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Stéphane Le Foll d'être venu sur ce plateau commenter l'actualité des municipales et votre actualité et votre portefeuille. Merci Michel, merci Armelle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés.